Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Du ministre de la Santé dans une ambiance électrique ce matin au CHU Suvalis Olympio de Lomé. La SCT, Synergie des travailleurs du Togo, de son côté, durcit aussi le ton et appelle à 5 jours de grève la semaine prochaine. À quoi ressemblera finalement la semaine prochaine au Togo, avec le retour aussi des manifestations de la coalition de l'opposition? Nos invités, Pasteur Edo, comme il est le président du mouvement Martin Luther King, Ibrahim Acha, directeur de la publication de Temps Nouveau, Isidore Akolo, directeur de la publication de Atu Express, et Ildefonso Akwaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans les spécialistes. Ibrahim Acha, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et merci encore une fois d'être au rendez-vous. C'est un plaisir pour nous. Pasteur Edo Komi, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs de Pyramide FM. On est là pour les informations. J'espère que vous respirez la grande forme. La grande forme, oui, bon, quand on me voit, on dirait que je suis en forme, mais quand mon pays le Togo est malade, c'est ma terre natale, elle est malade, moi aussi je ne peux que être malade, donc je ne me porte pas bien, parce que le Togo ne se porte pas bien. On va en parler abondamment dans cette émission. Ildefonso Akwaki, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent. Merci de nous avoir rejoints. C'était toujours un plaisir de vous rejoindre. Nous attendons le dernier invité, Isidore Akolo, dans cette émission. Mais bien avant, vous savez qu'hier, c'est la journée internationale de violence policière. Une journée qui est passée presque inaperçue, alors que nous vivons également les effets de violence policière un peu partout en Afrique et au Togo, bien évidemment. Pasteur Edo, est-ce que vous avez été une fois victime de violence policière? Oh, violence policière. Je crois que le Togo est un état policier. Un état policier où tous les jours il y a des brimades, il y a des bastonnades. Donc, aucun citoyen ne peut être à l'abri. Donc, des violences policières, il y en a tous les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, la police se modernise, mais on vit tous les jours ces violences. Ça peut être des violences politiques, ça peut être des violences en matière de sécurité routière, un peu partout. Donc, je crois que les violences, elles ne sont pas seulement policières d'ailleurs. Hein, les violences. C'est spécifique. C'est spécifique, oui, mais c'est passé inaperçu, hein, parce que on n'a pas. Je crois moi-même, certainement, je n'avais pas cette information. Ça, sincèrement, je me rappelle une fois, on avait parlé, mais je crois qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, parce que c'est l'occasion, au fait, d'en parler, et pour mettre l'accent sur les violences policières. Mais je crois que la prochaine fois, on fera du bruit autour et que ces actes souvent qui violent la dignité humaine puissent s'arrêter. Donc je crois que voilà. Il faut maintenant retenir la date, c'est le 15 mars. Le 15 mars, oui, c'est retenu, c'est archivé. Ibrahim Acha, une journée pour revisiter un peu le travail des policiers, notamment les violences. Est-ce que vous en avez aussi été une fois victime? Bon, mais il faut dire d'emblée que le Togo n'est pas un état policier, parce que quand on parle d'un état policier, c'est un état où on bastonne tout le monde dans la rue sans raison, et quand vous passez, on passe à tabac, et on violente les gens dans les maisons et autres. Et donc, je peux dire qu'au Togo, sincèrement, je ne vois pas ces actes et faits sur des citoyens, mais je reconnais quand même qu'il y a par moments des bavures. C'est lors des manifestations, c'est lors du rétablissement de ce que eux-mêmes ils appellent souvent l'ordre public. Et donc dans l'exécution de cet âge, il y a souvent des dérapages. Et ces dérapages-là, je pense que nous avons toujours eu l'occasion de les dénoncer et de dire qu'il y a une certaine pédagogie à l'endroit des agents de la police, que le ministre en charge de la sécurité fasse un travail de sensibilisation, leur dire que les citoyens ne sont pas d'abord leurs ennemis, ce ne sont pas des adversaires, ce ne sont pas des
des gens avec qui on ne devrait pas avoir en tout cas une certaine façon de vivre ensemble avec eux. Et donc pour cela même, il y a eu à plusieurs reprises des journées, des rencontres entre, bon, le plus souvent on parle de forces de l'ordre, entre forces de l'ordre et les citoyens. Et si nous prenons le cas des policiers sur la route, il y a souvent, parfois, ces occasions qui amènent à des incompréhensions. Quand vous passez, on vous dit que votre véhicule n'est pas en état de circuler. Quand vous avez votre visite technique qui n'est pas en règle, il y a quand même, vous soumet souvent à des tracasseries. Donc, c'est en tout cas légion partout, même partout quand vous circulez sous d'autres cieux en Afrique, vous rencontrez de cette situation malheureuse, mais cela ne devrait pas quand même nous amener à dire que voilà, on ne doit pas avoir une police assez policée. C'est-à-dire qu'une police dans un état policé, dans un état où les bonnes pratiques sont les normes, dans un état où quand vous avez affaire aux éléments des forces de l'ordre et que la courtoisie puisse passer par là et que tout soit conduit dans la règle de l'art. Donc qu'il n'y a pas de bavure, qu'il n'y a pas de dérapage, qu'il n'y a pas de violence gratuite sur des individus. Je pense que c'est ce que nous dénonçons tout le temps. Et la police togolaise, il y a quand même des efforts qui sont faits. Nous le remarquons quand même au quotidien, sauf que sur le plan politique, il y a souvent des dérapages dans le rétablissement de l'ordre public. Et des forces à quoi qui, quand on parle de violence policière, selon vous, quel est l'état des lieux au Togo? Je voudrais faire une remarque. Tout d'abord, pourquoi cette journée nous a échappé? Mais nous, on en a quand même parlé ici à Pyramide, depuis hier, on en parle. Oui, lorsqu'on parle de la journée, vous l'avez qualifiée de journée? La journée internationale de violence policière. De violence policière. Et quand on met le prédicat policière, cela a rapport à la police. Je crois, hein? Bien, maintenant, si cela a rapport à la police, je crois que ceux qui sont les premiers concernés, s'ils avaient initié un certain nombre de choses, on le saurait. À la différence de la police togolaise, je crois que la police béninoise, je parle de la police béninoise parce que je crois pendant plus de 4 ans j'ai fait le Bénin, j'ai fait le plus grand groupe de presse, le Matinal. J'ai travaillé là-bas et je sais que le Bénin a un syndicat de policiers. Ça je le sais. Et je sais que c'est un syndicat qui se bat pour la corporation des policiers. Voilà pourquoi je dis, à la différence de la police togolaise, la police ghanéenne se fait toujours entendre. Béninoise. Si c'est qu'il y avait quelque chose comme ça, je suis sûr que tous ceux qui sont autour de cette table sauront qu'au Togo, il y a eu une journée internationale dédiée à un corps donné et que le corps là a manifesté, tout le monde là-dessus. Maintenant, par rapport à ce que mon ami Ibrahim a dit, que le Togo n'est pas un état policier, moi, quand je me réfère à un certain nombre de choses, je serais d'accord avec Pasteur Edo pour dire que le Togo est un état policier. Donc, pas seulement par rapport aux manifestations où il parle de dérapage. Même quand on parle de dérapage, je vois mal comment la loi fondamentale demande à ce qu'on manifeste et que la loi interdit aux forces de l'ordre de violer les domiciles et d'aller arrêter des gens même dans leur chambre. Moi, j'ai des vidéos que j'ai postées sur la Gazette du Togo où les forces de l'ordre sont allées jusque dans les chambres. On a renvoyé les gens dans les rues qui se sont réfugiés dans leurs chambres. On est allé les prendre. C'est ce que dit la loi. D'abord, la violation du domicile est condamnée par la loi fondamentale togolaise. Et ce ne sont pas ceux qui sont les garants du respect de ces lois-là qui seront les premiers à les violer. Pourquoi ne voulons-nous pas qu'on parle d'un état policier? D'ailleurs, il y a au sein même de l'administration togolaise un certain nombre d'officiers qui occupent des hautes places. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si cela n'a pas rapport seulement à la police, on peut dire que toute l'administration, presque, du Togo est, je ne dirais pas policière, mais militaire. À quoi faites-vous allusion? Vous voulez que je vous cite le nombre d'officiers qui occupent des places de choix dans l'administration togolaise? Vous voulez? Commençons par celui qui s'est fait entendre aujourd'hui,
le directeur du CHU. Commençons d'abord. Et vous avez vu comment il a agi aujourd'hui? On va y revenir tout à l'heure. Ah ouais, ok. Nous avons été rejoints entre-temps par Isidore Akolo. Isidore, bonsoir et bienvenue. Merci à toi, Honoré, et bonsoir à toutes et à tous. J'espère qu'en venant... Non, je vous ai suivi. Vous n'avez pas entre-temps été arrêté par un policier. Ah bon? Peut-être que vos pièces n'étaient pas à jour, on ne sait jamais. Non. On n'a pas été arrêté. Non, pas ça seulement. Et vous savez que les journalistes et les policiers ne font jamais bon ménage. Qu'est-ce qui leur arrive? Surtout quand vous êtes sur un terrain de reportage. Nous qui faisons le terrain, on en sait beaucoup. Moi, j'en ai été maintes fois victime. Mais qu'est-ce que voulez-vous? Et vous reprochez quoi, ces policiers-là? Non, surtout ne pas les prendre quand ils sont dans leur bavure. Ne pas les prendre de vue, parce que vous allez les mettre à nu. Et je me souviens, même ça s'est passé sur TV5 ou je ne sais plus quel, c'était Sodi Emmanuel qui m'avait fait l'interview. Quand on nous avait arrêtés au niveau du grand marché de Redjrenaoué, quand les gens manifestaient, on était allés, mais on nous a pris là-bas. Vous vous souvenez? Oui. Mais on vous demande mais pourquoi vous prenez des vues et quelle autorisation vous avez eu pour prendre des vues alors que nous sommes dans un domaine public. Mais écoutez, quand le Togo, jusqu'à preuve du contraire, est un État policier, c'est un État policier. Je ne veux plus, mon ami a étalé toute une litanie de violations des droits humains par les forces de sécurité. Donc, quand on parle de même violation policière, ça ne s'arrête pas seulement aux policiers, même tout ce qui se rapporte à la sûreté ou la sécurité. Mais c'est ça, pourquoi on parle de bavure policière, ça ne se passe pas seulement les policiers, les gendarmes, les militaires. Les gendarmes, tout. Donc, voilà. Mais, quand même, il y a un bémol. Il y a ces derniers temps, entre les journalistes et les forces de sécurité, c'était plus comme dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Les choses ont un peu évolué. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Voilà, on va parler maintenant de la tension sociale avec le SYNFOT et la STT. Des grèves, on a connu le bilan de cette semaine. Les organisateurs l'ont fait hier ou aujourd'hui. Mais comme on parle de violence policière, on va d'abord revenir sur ce qui s'est passé ce matin au CHU Lebanais Olympio lors de l'AG, de l'Assemblée générale du SYNFOT, le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Au cours de leur Assemblée générale, on a vu des images qui circulent et confirmées d'ailleurs par les organisateurs et également par le directeur du CHU, le médecin colonel Adam Ouyao. Il était intervenu, il a arraché le micro à ceux qui faisaient l'AG. Pour lui, le CHU n'est pas bien indiqué, n'est pas un bar. Qu'il avait déjà demandé aux organisateurs d'aller faire leur AG ailleurs. Mais ils se sont entêtés, ils l'ont fait, et ils faisaient quand même beaucoup de bruit qui dérangeait les patients. Il dépose ça par qui? Je relève que moi-même j'ai été victime de, je ne sais pas si je vais dire animosité, mais d'une réaction brutale de ce directeur-là, personnellement. J'étais sur une couverture d'une activité du SYNFOT à l'époque et il avait fait le tour pour constater comment les choses allaient dans l'enceinte. Et quand il rentrait à la direction, il m'a vu avec mon appareil, il s'est approché de moi, il a pensé qu'il était au camp, justement. C'est pour cela que je faisais allusion tout à l'heure à ces officiers qu'on met ou qu'on place à certains niveaux de l'administration togolaise. Et il a commencé par gronder. Qu'est-ce qui vous a appelé ici? Qu'est-ce que vous venez faire? Et il a voulu m'arracher d'ailleurs ma caméra. N'eût été l'intervention des manifestants, c'est-à-dire du corps soignant. Les gens ont commencé par crier « Oh !» et il est rentré. Alors, moi, je ne suis pas surpris d'entendre aujourd'hui que c'est comme ça, il est allé arracher le micro et a demandé que les instruments ne servent pas au sitting. Mais ma remarque, c'est que s'il dit... C'était un AG. Oui, un AG.
Ma remarque, c'est que ceux qui sont en train de faire l'Assemblée générale, ce ne sont pas ces gens-là qui interviennent au sein même de ce centre. Et que ce qu'ils sont en train de poser comme activité ou bien acte, disons acte, est-ce qu'ils n'ont pas bien pensé avant de le faire? À ce que je sache, ils sont en grève. Et la loi fondamentale togolaise, en son article 39, recommande le droit de grève. Et je sais qu'au terme de toute activité, pour tout groupe responsable, il y a des points qu'il faut faire. Il n'a pas refusé, mais elle a dit que au sein de c'est la raison. CHU, c'est pour cela que je dis. Il ne devait pas avoir de bruit. C'est pour cela que je dis. Il ne devait pas avoir de bruit. Est-ce qu'il y a le matériel nécessaire qui permet à ceux-là qui font aujourd'hui du bruit de se mettre dans les conditions qu'il faut d'abord pour que ceux-là pour qui le directeur plaide aujourd'hui, parce que il fait allusion aux patients. Oui, mais ceux-là qui organisent cette manifestation-là ne savent-ils pas qu'il y a des patients dedans? Un. Et de deux, moi j'ai écouté, on a dit que ceux qui sont malades et qui visiblement le mal dont ils souffrent, ils ne peuvent plus être gardés là, ont été virés. Et ceux qui sont restés sont ceux-là qui visiblement sont vraiment atteints. Vous savez? Et donc, moi je pose la question de savoir, il était où? Est-ce que c'est la première fois que ça se fait là-bas? Qu'est-ce qui le pousse aujourd'hui à agir comme un militaire au sein d'un corps où on n'a pas vociféré et on n'a pas fait ce qu'il a fait? Pasteur Edo, ce sont des questionnements de Diavon Tsakpaki et vous avez certainement des réponses peut-être à lui apporter. Non, je crois d'abord que le colonel, étant un médecin, je crois que ce sont ses camarades, hein, enfin ses collègues de service. C'est vrai, le directeur. Moi, j'aurais souhaité que en amont, l'activité peut-être soit interdite. Hein, il aurait pu interdire, dire que de ne pas faire l'AG au sein du CHU. Bon, on aurait pu comprendre cela. Si c'est ce qu'il avait fait, bon, les gens pouvaient s'orienter autrement. Maintenant, qu'il les a qu'il a accepté. Sinon, je crois qu'il y avait déjà eu un entretien préalable avant l'organisation. Et selon ce que j'ai lu les dernières minutes avant de venir, c'est qu'il leur aurait dit qu'il y a des patients et qu'ils devaient s'en passer des matériels, hein, des matériels sonores qui pourraient naturellement déranger les patients. Et peut-être ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord et il leur aurait dit qu'une dernière fois, il y avait eu ça et que les bruits, les matériels ont dérangé les patients. Donc, si tel est le cas, moi j'aurais souhaité qu'il refuse et que les gens s'orientent ailleurs. Ça aurait pu être cet événement-là, c'est-à-dire ce à quoi on a assisté. Les images, là, vous savez, c'est des images qui sont révolues. Parce que quand sur YouTube, hein, on voit des images comme ça venant de mon pays, au XXIe siècle, ça choque. Mais ça choque quand on voit ça. Parce que nous avons le devoir d'évoluer. Hein, le XXe siècle, c'est un siècle de révolution technologique. Et on doit faire de telle sorte que le Togo doit s'illustrer positivement. Donc quand on voit ces images-là, ça nous déshonore. Pendant que revenant à ces questions, je crois quand même que l'acte posé par le colonel par rapport à ses camarades n'est pas un acte civilisé, un acte de courtoisie, quoi qu'il en soit. Mais il faut quand même sauver les malades. Il aurait pu. Mais écoutez, si aujourd'hui le même colonel se préoccupe des patients, ben, entre-temps, on aurait pu équiper le CHU pour permettre aux patients d'être bien soignés. Je crois que c'était la première préoccupation. Ce n'est pas aujourd'hui qui va se préoccuper parce qu'il y a des bruits. Entre-temps, les gens étaient mourants par terre. On a vu tout ça. Bon, donc je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit se préoccuper. Il aurait pu se préoccuper
des conditions de traitement, de trucs, des équipements pour pouvoir permettre vraiment à ses collègues d'être dans des conditions, de travail. Je crois que c'est ce qu'il devait faire. Ibrahim Atia, on a vu malgré tout, l'AG a été organisé, le mouvement est reconduit pour la semaine prochaine, la grève sèche. Et cette fois-ci, le CENFOT appelle à la démission du ministre de la Santé, Moustapha Medi Yawa. Quand on fait d'abord le bilan de cette semaine, où on parle de grève sèche avec les hôpitaux fermés, est-ce que vous avez pensé un peu aux conséquences? Mais penser aux conséquences, je pense que c'est le constat même qui doit être fait. Parce que quand on dit une grève sèche, c'est que d'office, on doit avoir vraiment beaucoup de situations désagréables. Une personne qui est malade, et chaque jour que Dieu fait, nous envoyons des malades au portillon des établissements sanitaires. Quand vous prenez le CHU, je peux dire que c'est le plus grand hôpital de la capitale, et donc à chaque jour quand vous passez là-bas, vous voyez vraiment de l'affluence, vous voyez des gens qui vont pour se faire soigner ou bien pour se faire consulter, ou d'autres même vraiment pour aller avoir des soins appropriés à leur pathologie. Et donc, quand il y a eu cette grève sèche, ce que nous avons pu constater, c'est que il y a certaines personnes, surtout celles qui ont des moyens, sont dirigées vers des cliniques, vers des centres de santé privés. Ceux qui n'ont pas de moyens, c'est la détresse. Nous avons vu des patients pleurer. Nous avons vu des familles qui voulaient sauver coûte que coûte leurs parents, mais arriver au niveau du CHU, arriver même quand vous allez au niveau de Bon Secours, c'est l'hôpital qui est revenu au niveau de non loin du stade Kégué, c'était la même ambiance, et vraiment c'était pas humainement soutenable, vous comprenez, et ça nous a beaucoup ça a heurté notre conscience, parce que nous en avons, et nous nous sommes dit qu'il faudrait que les médecins revoient un peu leur position, et surtout que quand vous prenez leur serment d'Hippocrate, vous voyez que c'est dit qu'ils feront tout de leur possible pour sauver la vie humaine. Ils feront tout ce qui est de leur possible pour que leur profession ne soit pas utilisée comme un chantage envers telle situation que ce soit. Donc, si nous partons de ce sermon, nous pouvons dire que les médecins peuvent revendiquer, ça c'est leur droit, mais au même moment en revendiquant, il faut avoir un côté humain dans ce que l'on est en train de faire, et c'est ce que nous demandons de la part des médecins. Sinon, leurs revendications, ce sont des revendications légitimes, parce que nous tous, il n'y a pas, en tout cas, je le dis toujours, quand je passe sur les antennes, je parle toujours du sous-équipement des hôpitaux, je parle du plateau technique qui est dégarni, je parle toujours des installations qui sont vétustes, je parle même de farfa gérante, sincèrement, parce que dire qu'un État comme le Togo, on n'a pas un hôpital de référence. Parce que quand vous passez sous d'autres cieux, vous en voyez tout récemment, le Niger venait d'inaugurer un grand hôpital. Pays sahélien. Le Niger venait d'inaugurer un grand hôpital. Quand vous allez à Accra, tout récemment, ils ont mis à contribution la coopération avec l'Israël pour construire un très grand hôpital. Quand vous allez au Gabon, même chose. Nous avons eu les images du CHU. Le Togo, c'est en idée avec l'Inde. Non, le Togo, c'est... Attends, nous avons eu des images du grand hôpital de Libreville. Mais c'est comme si vous étiez dans un hôtel 5 étoiles. C'est-à-dire qu'un malade qui s'y présente a au moins 90% de chance d'être guéri. Parce que le confort, le centre, le matériel même, quand vous voyez ça, psychologiquement, vous êtes guéri. Vous comprenez? Donc c'est ce que nous voulons pour notre pays. Donc il faudrait que les autorités togolaises pensent en ce sens, même si elles ne se soignent pas au Togo, il y a quand même nous, les démunis, le bas peuple. Nous avons aussi droit à la vie, nous avons aussi droit d'être soignés, et que les ressources du pays soient utilisées pour nous soigner. Ça c'est très fondamental. Isidore Akolo, est-ce que la démission du ministre réclamée par le CENFOT est finalement la solution? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Puisque si vous avez fouillé un peu le parcours du professeur Diawa, mais c'est un grand professeur.
Et il s'y connaît dans son domaine. Mais je me dis qu'une fois que tu es appelé à un poste politique, tu n'as plus les manettes. C'est ça, il est victime peut-être des pesanteurs. Sinon, connaissant le professeur Midi Awa, il n'est pas de cet acabit. Mais c'est qu'il n'en peut pas. Mais dans ce cas-là, la meilleure façon, c'est de démissionner. C'est peut-être là où il n'a pas le courage de démissionner. Parce que ce que ses camarades réclament, c'est légitime. Et moi, on parle de sermon d'Hippocrate, c'est vrai, mais je dirais que plus criminel serait ce médecin qui n'a pas les moyens de pouvoir guérir les gens et voir les gens succomber et continue de le faire. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et continue de le faire. Quoi de plus normal, mais de faire des débrayages, quitte à corser les choses pour voir si l'autorité ne va pas réagir. Mais qu'est-ce qu'on voit? Un mépris total. Jusqu'à présent, on n'a pas pris langue avec le syndicat qui manifeste, pas aujourd'hui, depuis longtemps que ce problème persiste. Mais moi, j'arrive pas à comprendre le cynisme, excusez-moi les termes, de nos gouvernants. Ça, c'est du cynisme. Et j'ai l'impression que, bon, on laisse perdurer la chose pour qu'on est dans une logique de pourriture, pour que plus tard, l'opinion se retourne contre ces genres de manifestations. C'est ça. Il faut lire à travers les lignes. Si jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas pu, la mesure, la portée de la chose, que c'est le peuple qui va en partie, non, mais ça ne me gêne, ça ne m'étonne pas. Vous vous souvenez, un premier ministre avait eu à dire que, mais écoutez, vous faites grève, c'est pas moi qui viens, nous qui venons ici et nous soigner dans vos hôpitaux. Oui. Alors, donc c'est ça, c'est du cynisme et une démission totale de l'État. Il y a pour ça baquer. Je voudrais ajouter au cynisme de Isidore. Ce n'est pas lui qui est cynique. Non. Je voudrais juste emprunter son mot. C'est plus que du cynisme. J'aurais même qu'on cherche un autre mot qui dépasse. Moi, je ne veux pas aller plus loin. Non. On comprend un peu la situation. Vous savez pourquoi je le dis? Il a effleuré un côté essentiel de la chose. Est-ce que les doléances de ce syndicat-là datent d'hier ou d'aujourd'hui? Ça fait au moins 10 ans. Ça fait au moins 10 ans. Voilà pourquoi je voudrais qu'on parle ou bien qu'on utilise un mot qui dépasse le cynisme. Le cynisme parce que ces problèmes étaient là. Les gens ont trouvé de l'argent pour organiser un sommet bleu à coups de milliards. Ce sommet était là. Les gens, au lieu de revoir ce centre de référence, ont entamé des projets de grands travaux, ils ont dit. Cette doléance était là. Quand on a opté pour l'achat des hélicoptères, ce sommet était là. Excusez-moi. Ces problèmes étaient là. Mais ce qui me fait rire dans le comportement du directeur du CHU, c'est que il préfère que les gens meurent. Parce qu'il n'y a pas de matériel, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, de voir le médecin qui est là, qui n'a pas de moyens pour soigner le patient. Il n'en parle pas. Et c'est lorsque ces médecins demandent à ce qu'on équipe, excusez-moi, qu'on trouve qu'ils sont en train de faire du bruit. Et naturellement, les bruits vont déranger les patients. Non, mais excuse-moi. La remarque que je fais par rapport à la démission du ministre, je me suis lancé dans ces analyses il y a quelques années. Je sais qu'avec les amis ici, nous allons en débattre. Lorsque vous parlez du ministre Midi Awa, j'ai écouté ses collègues qui ont dit, comme Isidore l'a dit tout à l'heure, il n'est pas n'importe qui. Je ne comprends pas pourquoi ceux-là, qui sont des gens qui maîtrisent leur métier, quand ils rentrent dans le gouvernement, parce qu'il n'y a pas lui seul, ils changent totalement, on ne les reconnaît plus. Qu'est-ce qui se trouve au sein même du pouvoir togolais qui fait en sorte que ceux qui sont des gens bien bâtis intellectuellement, on ne les reconnaît plus? Moi,
Moi, est-ce que vous comprenez quelque chose? La solution, non, la réponse. Moi, je ne comprends pas. Il faut y aller pour ça, pour la savoir. Non, je ne vais pas aller. Non, moi, ça ne me plaît même pas. Mais je demande à savoir, qu'est-ce qui se passe? Parce que, non, ça, sincèrement, quand vous prenez ces praticiens-là qui parlent de la compétence du ministre Midi Yawa, mais vous serez éberlués. Vous savez que quand il était arrivé, il a promis que dans 6 mois, la contractualisation sera un fait. Effectivement. Mais aujourd'hui, on a même... Elle est effective. Dans certains centres, oui. Non, écoutez, même là. Elle est effective dans certains centres. Non, mais il faut dire les choses. Non, nous disons les choses telles qu'elles sont. Quand il allait à l'hôpital d'Atapamé aujourd'hui, la contractualisation est opérationnelle. À l'hôpital Ablita également. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quand même quel est l'organisme qui le dans fait? certaines structures sanitaires. C'est une sous-traitance. C'est une sous-traitance de l'organisme qui était chargé de le faire. Ça, on a tous ces suites, on a tous ces éléments. La contractualisation, c'est vraiment une sous-traitance. Une sous-traitance, comme vous le dites, c'est une sous-traitance. Mais sauf que cette fois-ci, l'État fait appel à une structure et la structure vient gérer. C'est ce qui se passe actuellement. Les initiateurs de ce projet-là, ceux qui devaient faire, est-ce que ce sont eux qui le font aujourd'hui? Non. Non, jusque-là, quels sont les résultats? Jusque-là, quels sont les résultats? Oui, c'est effectif. Vous ne voyez pas que l'État est en train quand même de penser à des solutions, puisque cette semaine, en début de semaine, on nous a annoncé que une ONG ou une entreprise indienne viendra construire un hôpital de Renault au Togo bientôt. Oui. Donc, je crois que c'est... Est-ce que c'est un éléphant blanc? Je suis d'accord. Ça, c'est un plus. Un plus, mais je souhaiterais qu'on équipe d'abord les centres qui sont déjà là. L'existant. Et puis, pensez à nous apporter du nouveau. Le nouveau qu'on veut nous apporter, c'est bien. Moderne. Mais moderne, là, mais c'est dans l'imagination. Je n'en sais pas quand est-ce que ça va voir le jour, je n'en sais pas. Mais ce qui est là aujourd'hui, il faut les équiper. On parle encore de 4 jours, de 5 jours finalement de grève. Non, je crois que le fait d'être indifférent, la dernière fois, les praticiens hospitaliers ont demandé rien que les matériels. Ils ont fait des manifestations et c'est là où le gouvernement togolais est passé à côté, a raté. Ils n'ont demandé que les équipements. Là, ce n'est plus leur condition de vie, mais les conditions de travail, quoi noble. Quand vous avez des gens comme ça en face de vous qui disent que fournissez-nous des matériels de travail, ça, à bras le corps, ils devaient prendre ça. Pour prendre langue avec les gens et commencer par faire quelque chose. Mais ils ont raté ça aussi. Et aujourd'hui, mais ce que on ne peut pas comprendre, c'est qu'il y a des urgences. Il y a ceux qui disent qu'ils ne se font pas traiter, soigner au Togo, c'est des illusions, ils se leurrent. Pourquoi? Parce qu'il y a des urgences où il faut d'abord vous traiter sur le tas. C'est-à-dire, sur le terrain d'abord, vous donnez les premiers, c'est d'abord avant de vous évacuer. Non, il y a des avions médicalisés qui viennent à chaque... quelques minutes après, viennent les chercher. Mais quand même. Quand même. Donc moi, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, la démission du professeur Midi Yawa, bon, est-ce que c'est ça la solution? Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on demande au Togo. Vous savez, comme il n'y a pas la démission, n'est pas souvent dans notre dans notre dictionnaire. Enfin, nous avons un dictionnaire spécial à nous. Il n'y a pas la démission. Mais c'est la première fois qu'on demande la tête d'un ministre. Mais est-ce que le problème, c'est lui? Non, ce n'est pas lui. Le problème, c'est tout un système qui a refusé de donner la santé, la bonne santé aux Togolais. Eh bien, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est les pauvres qui subissent le coup depuis là. Et la semaine prochaine, qu'est-ce que l'État togolais, qu'est-ce que le Togo va devenir? Avec la semaine prochaine, qu'est-ce que le Togo va devenir? Je crois que c'est faire fi, c'est de ne pas considérer l'être humain. Et cela, le cynisme, je crois que on en a fini avec ça. Mais il faut que le gouvernement togolais revienne à terre pour être responsable et suivre ce qui se passe. Parce que là, sincèrement, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Isidore Akolo, en dehors de la santé, l'éducation également en déroute, les enfants sont régulièrement renvoyés à la maison parce que les enseignants sont en grève. La STT annonce encore
pour la semaine prochaine 5 jours de grève. Et là, on exige bien entendu la libération de 5 enseignants syndicalistes qui sont arrêtés à Kara, qui sont détenus depuis sans leur libération. On parle notamment de Claude Pelelem, Sohanam Bayo, Madame Sinjolo et Mou et puis Asoukilim. Claude, lui, a été relâché le jeudi. Oui, Voilà. Les autres, non, pour le moment. Bon, permettez que je ne discute plus des grèves des enseignants, parce que c'est récurrent. On n'arrive plus à trouver les mots qu'il faut, parce que chaque année, ça revient, c'est redondant. Permettez que je n'en discute plus. Maintenant, pourquoi a-t-on arrêté les gens sans une raison valable? Et il paraît qu'aujourd'hui, certains sont au palais de justice de Kara, où on va encore les condamner pour je ne sais quelle raison. Et tout est né de la convocation de Claude Pelelem. C'est ça, Pelelem. Oui. Il y a aussi des élèves qui ont été également arrêtés. Oui, des élèves aussi qui ont été arrêtés. Pourquoi? C'est pour aller secourir ou bien aller savoir s'enquérir de ce qu'on reprochait à ce monsieur. Et c'est de là qu'est né, quand on l'a gardé, c'est de là qu'est né l'émeute. Et tout a commencé par là. Je me pose des questions. Pourquoi ça chante contre des gens, des têtes bien bâties au Togo? Suivez mon regard. Il y a de cela à peine 1 ou 2 semaines, on a arrêté, c'était l'université de Lomé. Et plus tard, c'est les enseignants. Mais pourquoi? On se pose beaucoup de questions. Et dès en filigrane, ce que nous avons appris, c'est que le crime à lèse-majesté, c'est d'avoir mis un autocollant et Mbweke ou fond citoyen Togo debout sur sa moto. C'est ce qu'il nous reprochait. Mais est-ce que c'est un crime de mettre un autocollant sur sa moto? Ne fût-ce un autocollant d'un mouvement que vous voulez décapiter? C'est en cela que quand les gens font vite le rapprochement, qu'il y a une propension à vouloir décapiter le mouvement Front Togo Citoyen Togo, tout a l'air. Et le gouvernement s'empêtre dans cette logique. Et pire encore, moi j'ai pas compris. Où a-t-on mis, comment appelle-t-on, permettez-moi le mot, territorial, comment vous l'appelez, la compétence territoriale. Mais vous arrêtez quelqu'un à Kara, vous le déportez à Lomé et vous le demandez. Mais je n'arrive pas à comprendre. C'est sens dessus, sens dessous. Moi, ça me crée un problème. Ibrahim Acha, la reprise des cours, probablement n'est pas pour la semaine prochaine. Oui, j'ai eu toujours l'occasion de le dire que l'école togolaise est malade. Et non seulement malade de ses acteurs, mais malade même du système qui l'incarne. L'école togolaise est malade. Et non, nous ne sommes plus une référence au Togo en matière d'éducation. Est-ce qu'à un moment donné, les enseignants peuvent penser aussi à l'avenir des élèves? Bien évidemment. Ils doivent penser, je pense qu'ils le pensent très bien. Ils pensent très bien à l'avenir de leurs élèves. Et le problème, c'est que nous venons de le dire, nous avons fait, depuis toujours, nous avons eu à dire que quand vous entendez certains slogans, tant vaut l'école, tant vaut l'avenir, tant vaut quoi, la nation, tant vaut la nation. On n'en parle plus, hein. C'est fini ce slogan. Et tous ces éloges, avec tout ce qui l'entoure pour magnifier une certaine personnalité, je pense que nous faisons de l'hypocrisie. Et il faudrait sortir de cette hypocrisie pour aller vers le réel, le concret. Aujourd'hui, le défi, je le dis toujours, le défi actuel, quand vous allez sous d'autres cieux, c'est le développement, c'est le positionnement du pays. Et quand on parle du développement, il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en ligne de compte, notamment la bonne gouvernance, notamment le souci même, le patriotisme, le souci même de faire évoluer la nation. Avant tout, l'éducation. L'éducation, qui a même le sous-bassement, merci, qui a le sous-bassement. Donc il faudrait que tous les gouvernants pensent à cela, essaient de mettre en place des mécanismes pour pouvoir soutenir cette éducation et faire des citoyens, c'est-à-dire qu'arriver à un moment à créer
hein, et des citoyens modèles, des citoyens qui peuvent prendre la destinée même du pays, des citoyens qui sont aptes, hein, à créer un idéal dans leur pays. Aujourd'hui, nous n'avons plus de repères, ça il faut le dire, au Togo, nous n'avons plus de repères. Ce qui se passe actuellement, c'est la déconfiture totale, l'incivisme total. Et quand vous prenez tous les secteurs, vous voyez des gens qui ont presque démissionné sur tous les axes. Sincèrement, vous allez à l'université, vous voyez des étudiants qui ne se retrouvent pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'amour de travailler, ou bien ils n'ont pas, comme on le dit, l'aptitude à pouvoir créer, à pouvoir réfléchir. Mais le système, l'environnement, tout ça là fait qu'ils ne peuvent même plus sortir, hein, tout ce qu'ils ont comme potentialité, tout ce qu'ils ont comme potentialité pour pouvoir faire évoluer les choses. Donc c'est pourquoi nous disons que le défi actuel, c'est le développement. Et si les gens veulent vraiment que le Togo aille à l'émergence à l'horizon 2030, que ce ne soit plus un slogan, mais l'émergence, ce n'est pas en 2029 qu'on va commencer par construire des buildings, on va courir de gauche à droite pour dire que bientôt 2030, nous allons aller à l'émergence. Ça se construit dès le jour où on a proclamé déjà ce slogan de émergence 2030. Et pour finir, permettez-moi de dire que ce que je regrette souvent aussi au Togo, c'est que nous sommes un pays où l'amalgame est la chose la mieux partagée. Pour un petit problème, on fait des ramifications impossibles. Et les développements qui suivent, vous comprenez que vraiment, c'est un pays où les gens ne sont pas sincèrement, les gens ne veulent pas s'asseoir, discuter dans la franchise pour faire évoluer la situation. Chacun se cramponne sur ses petits intérêts, chacun est sur ses positions. Vous voyez le problème, très simple, compréhensible, mais on fait tout pour rendre ce problème très complexe, des fois même avec des labyrinthes, et vous n'arrivez même pas à vous en sortir. Pour un petit problème. Mais sous d'autres choses, vous allez voir des gens, 4 personnes s'assiedent et il y a le déclic, c'est-à-dire que la situation est débloquée. Mais au Togo, on est dans des discours, dans des insinuations, dans des... Je ne sais pas. Ça veut dire que chacun cherche toujours à résoudre un problème sociétal en faisant un clin d'œil à sa formation politique, à son mouvement, à sa famille, à son ethnie, à son aire géographique. Je pense que si on continue dans ces amalgames, nous allons nous empiétrer et franchement, pour arriver vraiment à nous en sortir, ça va être un peu difficile. Et des forces à Baki. Ça serait extrêmement difficile parce qu'on a passé 50 ans, on n'a pas construit une nation-État. La nation-État, c'est quoi? C'est que vous et moi, nous ayons les mêmes chances devant la loi. C'est que vous et moi, qu'on soit Kabier, qu'on soit Kotokoli et autres, que tu sois de l'ANC, qu'il soit de UNI et que je sois d'une autre formation politique, étant donné que nous sommes tous des citoyens togolais, nous devons être égaux devant la loi. Nous devons bénéficier des richesses de notre pays. Mais comme on a passé 50 ans à diviser les Togolais, on n'est pas arrivé à construire un État-nation. C'est ça qui engendre tout cela. Vous savez, pour un t-shirt d'une formation politique, on arrête. On bat les gens. Mais quand vous n'êtes pas d'une formation qui gouverne, vous ne pouvez pas avoir d'emploi. Vous ne pouvez pas avoir de marché. Vous ne pouvez pas avoir de publicité pour vos journaux. Mais on a passé 50 ans à foutre, excusez-moi, le bordel au Togo. Tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, Ibrahim, si nous étions des gens qui nous disent, tant vaut l'école, tant vaut la nation, les gens qui nous disent, nous sommes les fils d'une même nation, les gens qui nous disent, oyez l'unité nationale, ils sont les premiers à foutre le bordel dans ce pays pendant 50 ans. Non, j'arrive. Un peu rapidement. Incivisme, pourquoi? Ceux qui doivent être les garants du respect des textes qui régissent un État sont les premiers à les violer. Vous voulez qu'ils soient des modèles? Comment? Combien de commissions, combien de comités de suivi, combien de colloques, combien de réunions on a fait pour régler le problème de l'éducation? Combien? Citez-moi. Combien? Commission. On a toujours commission. Comité de suivi, comité de... Donc. Mais ça dit qu'on ne veut pas trouver des solutions. Et on joue à quoi? À la fuite en avant. Et quand le moment arrive pour que
de simples conclusions qui ont été retenues pour une réunion. On demande au pouvoir, on demande au gouvernement, mais c'est vous qui avez apposé votre signature au bas de cette conclusion. Mettez-la au moins en application. On dit non, on n'a pas fait. On a passé tout ce temps-là. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être le dialogue politique va régler les problèmes, mais là aussi, le bout du tunnel n'est pas visible. Il y a force à qui à quand la reprise des travaux, du dialogue? Non. Je n'ai pas parlé d'éducation. Non. Non. On va finir comme ça. Je suis sûr. Hein. Non, mais moi, je suis sûr que le jour où nous comprendrons au Togo que nous sommes vraiment des fils d'une même nation, tout ira bien. Isidore Akolo, le dialogue, pour le moment, est en pause ou bien au point mort. On n'en parle plus pratiquement. Cette semaine, en principe, le médiateur devait prendre langue avec le gouvernement après avoir reçu la coalition de l'opposition, mais on n'a rien appris. La semaine est en train de finir. Non, bon, moi j'ai espoir, Ah. J'ai espoir, ça va reprendre incessamment, puisque la géopolitique s'y prête. Il faudrait que le Togo puisse sortir, parce que le problème togolais n'est plus seulement le problème du Togo, des Togolais simples, c'est de la sous-région, c'est devenu un problème pratiquement mondial. Vous avez vu que les États-Unis ont dépêché une délégation pour venir s'enquérir de ce qui se passe au Togo. Donc ça dépasse, si le Togo est à la traîne, la sous-région va être à la traîne. Et ça, il ne faudrait pas que c'est en cela que moi j'ai espoir que ça va reprendre. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais que mon petit homme me dit que ça va reprendre. Et ayons espoir que ça puisse aboutir. On parle de marche également la semaine prochaine. Oui, et moi je dis que... 20, 21, 22, 24. Et là aussi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je dis que quelque chose allait se passer. Parce que si les raisons de cette marche ne tiennent plus, les marches ne vont plus se tenir. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Si le gouvernement revient à la raison d'arrêter le processus électoral enclenché unilatéralement, alors que la révision du cadre électoral est inscrite à l'ordre du jour du dialogue, mais ça c'est le bon sens. Dans les règlements intérieurs. Dans le règlement intérieur, c'est le bon sens. Donc si on arrivait à raisonner les gens et dire que bon, arrêtons ça, bon, après on verra ce que ça va donner, on rapporte les décisions qui ont été prises en normal 38 des présidents de CELI pour opérer des hold-up électoraux à venir. Mais je me dis que là, on est dans le bon sens et les choses, tout, mais, non, moi j'ai espoir, mais je dis que d'ici demain ou après-demain, quelque chose va se passer. Si c'est Isidore qui le dit, à un moment donné un peu, puisque vous avez dit que ce dialogue ne nous donnerait rien. Oui, je l'avais dit, mais je me suis ravisé. Voilà la géopolitique. Je me suis ravisé. Je me dis que nous ne sommes pas singuliers dans la sous-région. Voilà. Ibrahim Atia. Non, mais le dialogue va reprendre, puisque nous savons que ça a été arrêté parce que le président ghanéen avait un emploi du temps très chargé, parce qu'il devait voyager. Il est revenu depuis on le voit au Ghana. En janvier, il est revenu, il a organisé leur fête de l'indépendance, il a eu à rencontrer l'opposition, et c'est toujours dans la logique du dialogue. Et donc il a dit qu'il va prendre langue avec les autorités togolaises. Je pense que ça doit être fait, puisque depuis avant-hier, il y a eu des bribes d'informations comme quoi il y avait une délégation ghanéenne qui a séjourné au Togo. Et on parle du ministre Kadampa qui serait arrivé. Je ne l'ai pas vu, mais si je me fie à ces informations, je me dis que quelque chose est en train d'être fait pour que le dialogue puisse reprendre. Mais le problème qui est très important, c'est que les Togolais doivent tout faire pour ne pas agacer le médiateur. Il est venu pour nous aider à sortir d'une situation. Nous devons nous... Mais il sait que nous sommes en crise. Mais bien évidemment, il doit quand même avoir la neige sur place. Je ne dis pas le contraire, mais quand on veut se montrer, si les Togolais eux-mêmes ne font pas un effort pour résoudre leurs problèmes, ça voudrait dire que le facilitateur ne va pas faire un miracle. Il a dit dès l'entame même du dialogue qu'il est venu pour aider les Togolais à trouver des solutions à leurs problèmes. Ce qui voudrait dire que tous ceux qui sont à ce dialogue, je les appelle souvent les dialogueurs, c'est péjoratif, mais je ne sais pas s'ils s'en accommodent, s'ils sont contents même qu'on les appelle les dialogueurs. Parce que quand on dit dialogueur, c'est des sempiternelles palabres. C'est ce que ça veut dire. Donc, s'ils veulent vraiment être sérieux,
trouver des solutions à notre pays, je pense qu'ils doivent avoir un état d'esprit assez, je veux dire, ouvert et propre et sincèrement à aller vers les consensus, à faire les accords qu'il faut et surtout à regarder l'intérêt général. Parce que quand je vois des gens qui commencent par s'accrocher à leurs petits intérêts, dire que non, si on ne fait pas ceci, nous ne faisons pas ça. Non, si ce que vous demandez là, c'est que vous voulez nous créer des situations. Quand c'est dans cet esprit qu'on veut vraiment amener, on veut amener le Togo, on veut amener notre dialogue, on voudrait résoudre le problème togolais, je vous assure que nous trouverons des accords, mais ça ne sera pas mis en pratique. Et là, ça serait dommage. Et ce serait vraiment une insulte pour l'intelligence togolaise. Parce que quand vous sortez un peu, quand moi je vais à Abidjan, quand les Ivoiriens me voient, mais ils disent, mais les Togolais, vous êtes intelligents, mais comment vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes? Et des fois, je reste comme ça et je dis, mais apparemment c'est comme si c'est la nature du Togolais. Il y a souvent de la fourberie. La non-application des accords politiques crée problème aujourd'hui dans la sous-région. Hein. On est allé sanctionner des gens. Tout à fait. Et donc, en Guinée-Bissau. Bien évidemment. Et donc, les Togolais ont obligation d'aller au moins vers un accord. D'aller vers un accord. Et la mise en œuvre de ces accords, ceux qui vont faillir, je pense qu'ils savent à quoi ils s'exposent. En fait, si on n'arrive même pas à avoir... Le peuple togolais n'absoudra pas les acteurs politiques, quel que soit leur bord, si jamais ce dialogue échouait. Parce qu'aujourd'hui, le Togo ne va pas rester être une curiosité dans la sous-région, parce qu'on parle de nous. Pourtant, le Togo a un renom, qu'on le veut par le Togo, de par sa situation géographique. Le Togo, c'est un petit pays, mais qui est apte à faire, qui surprend. Bon, donc moi, je crois quand même que le dialogue va reprendre. Et tout au long, il ne faut pas penser qu'avec tout ce temps qu'on est en train de passer, que c'est un temps mort. Il y a des discussions de couloir qui se font au Togo, qui se font un peu partout pour le problème togolais. Puisque aujourd'hui, c'est vrai quand même que la situation, des fois, elle est compliquée, mais je crois qu'il y a lieu. Moi, j'ai foi que ce dialogue va aboutir. Et qu'il est temps pour chaque acteur de comprendre la situation, de mettre l'intérêt. Parce que longtemps, l'intérêt national, ça a été discours. C'est un discours. Aujourd'hui, nous voulons un intérêt national pratique sur le terrain. Contiennent réellement de la situation de ce que les Togolais endurent, l'éducation, la santé et tout ce qui est le malaise social. Je crois quand même qu'il faut mettre tout cela en exergue pour permettre au Togo d'avancer. La réussite du dialogue dépend du président de la République. Parce que c'est lui le nœud gordien du problème. Il est au courant. Donc il faut qu'il s'implique activement dans ce dialogue, parce que les seconds couteaux qu'ils envoient ne sont pas en mesure de pouvoir régler le problème. Et tenez, je m'en donne pour preuve, lorsqu'il s'était agi de libérer des gens, mais vous avez vu comment Nana Akufo-Addo s'est baladé de février à Marima 2 fois de suite avant d'avoir l'accord de Tchéquie du président de la République. Donc il ne doit pas se dire qu'il est au-dessus de la mêlée, qu'il s'implique et dit que ça je peux le faire, ça je ne peux pas le faire. C'est lui le nœud du problème. Il n'y a pas ça quoi qui. Je suis d'accord avec Ce n'est plus un débat. Hein, non, oui, je suis d'accord avec lui. Juste pour dire, le chef de l'État, franchement, c'est lui qui doit parler. Parce que quand on parle au nom du chef de l'État, moi j'ai suivi ses proches qui disent remettons le compteur à zéro. Pour qui? Ils ont dit leur champion. Leur champion c'est qui? C'est lui. Il a déjà fait 3 mandats. Aujourd'hui tout le monde veut écouter le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce que, Monsieur le Président, vous serez candidat? Il vous dira politiquement, lorsque le moment sera arrivé, vous avez déjà fait 3 mandats. Qui ne veut pas que le Togo soit l'ordre de l'humanité? Qui parmi nous? Hein? On va s'arrêter là, finalement. Oui. Nous, c'est le dernier numéro de la semaine de les spécialistes. On va revenir lundi pour continuer l'aventure. Cette émission, elle s'achève ainsi. Vous en doutez, on était avec 4 invités, Pasteur de Komi, Ibrahim Acha, Isidore Akolo et Défonce Baki. L'émission a été mise en onde par Romary Freitas. Bon week-end chez vous. On se retrouve lundi à partir de 16h. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.